octobre à Ouagadougou, Ben Moubamba. Je suis donc ici, pas loin de la présidence du Faso, où on a assisté à tous les événements historiques de ces dernières heures. Il était évident que les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Il est évident que les choses n'étaient pas gagnées d'avance, mais vous voyez le peuple, surtout la jeunesse du pays, qui célèbre la victoire. Le colonel Damiba a accepté de signer sa démission. C'est la victoire du peuple. C'est fini. C'est fini. Voilà. Vous voyez la joie que vous ne verrez jamais sur les chaînes internationales. Je suis témoin de cela. Voilà, vous avez l'armée, toute cette vaillante armée loyaliste qui a défendu la dignité du peuple du pays des hommes intègres. Et je suis ici pour être témoin de cela. Je pense que Oligui Nguema et toute l'armée, la soi-disant armée gabonaise qui ne défend jamais le peuple, voyez ce que c'est qu'une armée nationale. Ici, vous avez une armée nationale. Une armée nationale, elle est du côté du peuple. On ne peut donc pas dire qu'une armée est faite pour persécuter une population. Une armée doit défendre le peuple et la nation. Voilà ce que c'est qu'une armée. C'est magnifique. Le 2 octobre à Ouagadougou, Ben Moubamba. Je suis donc ici, pas loin de la présidence du Faso, où on a assisté à tous les événements historiques de ces dernières heures. Il était évident que les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Il est évident que les choses n'étaient pas gagnées d'avance, mais vous voyez le peuple, surtout la jeunesse du pays, qui célèbre la victoire. Le colonel Damiba a accepté de signer sa démission. C'est la victoire du peuple. C'est fini. C'est fini. Voilà. Vous voyez la joie que vous ne verrez jamais sur les chaînes internationales. Je suis témoin de cela. Voilà, vous avez l'armée, toute cette vaillante armée loyaliste qui a défendu la dignité du peuple du pays des hommes intègres. Et je suis ici pour être témoin de cela. Je pense que Oligui Nguema et toute l'armée, la soi-disant armée gabonaise qui ne défend jamais le peuple, voyez ce que c'est qu'une armée nationale. Ici, vous avez une armée nationale. Une armée nationale, elle est du côté du peuple. On ne peut donc pas dire qu'une armée est faite pour persécuter une population. Une armée doit défendre le peuple et la nation. Voilà ce que c'est qu'une armée.
Mesdames et messieurs, ici Ben Moubamba et nous sommes le samedi 20 juin 2026. Dans l'extrait que vous venez d'écouter, nous sommes le 2 octobre 2022 à Ouagadougou pendant le début de la transition du Burkina Faso. Et si vous réécoutez cette déclaration que je fais en 2022, il y a déjà longtemps, je cite le nom du colonel Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes là à plus d'un an du coup de libération ou du putsch militaire du Gabon. Bonsoir Derry Nibambo, dans l'extrait que je viens de diffuser et que vous pouvez réécouter. Nous sommes le 2 octobre pendant les événements qui ont emmené à la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Je suis à Ouagadougou, de retour de Russie. Et à ce moment-là, je cite le nom du colonel, il n'était pas encore général de brigade, mais je cite nommément le nom du colonel Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous ai dit l'autre jour que je suis un des inspirateurs non seulement de la transition gabonaise, peut-être même le principal théoricien, mais celui qui a donné l'idée au président actuel du Gabon de faire ce qu'il a fait depuis Moscou. Il suffit de chercher Ben Moubamba, Oligui Nguema, décembre ou novembre 2020, vous retrouverez ma déclaration, ma provocation envers le colonel Brice Clotaire Oligui Nguema. Même si on ne veut pas reconnaître mon rôle dans l'évolution de l'histoire immédiate du Gabon, je vous le dis. Alors, pourquoi je viens parler aujourd'hui? Je viens parler d'un sujet qui concerne les militaires du Gabon. Le thème est le Gabon vers un surarmement militaire inquiétant sur fond de crise budgétaire. Ce surarmement militaire, ce plan quinquennal de surarmement militaire qui a été annoncé hier ou avant-hier, est-il une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? La question mérite d'être posée puisque je vais d'abord vous parler des points de friction et d'analyse autour de cette augmentation sans précédent du budget militaire du Gabon. Ensuite, je vous donnerai les arguments des autorités de la gabonaise actuellement. Ils parlent de souveraineté nationale, ils parlent de modernisation, mais je vous dirai aussi, mesdames et messieurs, pourquoi cette militarisation qui s'annonce est un paradoxe à la fin de la transition, et je vous dirai aussi pourquoi on doit dénoncer quand même une dérive dictatoriale derrière tout ça. Ensuite, dénoncer la crise de légitimité et d'abstention qui se cache derrière la militarisation, le plan quinquennal de militarisation, de surarmement du Gabon à la surprise générale, alors qu'il y a des besoins sociaux sans précédent. Et je vous dirai aussi un mot, chemin faisant, sur le rôle d'Israël dans le surarmement à venir du Gabon. Donc, cette militarisation israélo-gabonaise, aucun député, aucun sénateur ne va vous en parler puisqu'il n'y a pas de commission de la défense au sein du Parlement, c'est juste une chambre d'enregistrement. Et donc, nous sommes dans un pays où toute l'élite intellectuelle est dans un état d'effondrement. C'est-à-dire que nous avons connu une période, finalement, avec Omar Bongo, de croissance, quoi qu'on en pense. Nous avons ensuite vécu avec Ali Bongo ce qu'on appelle la stagnation. Quand un avion a décollé, il est en phase de croissance. Quand il est en vitesse de croisière, il est en phase de stagnation, l'avion du Gabon. Maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle
la troisième phase du Gabon d'avant. Nous sommes dans la phase d'effondrement, la chute du système. Il ne s'agit pas ici d'un procès contre l'actuel président, il s'agit de comprendre l'évolution systémique du Gabon. C'est une évolution qui, après être passée au niveau du décollage, donc de la croissance, ce pays est arrivé avec l'émergence à sa phase de stagnation, et maintenant avec la militarisation, nous sommes dans la phase d'effondrement du système. C'est l'évolution du système gabonais qu'on appelle les réalités gabonaises. Nous sommes dans la phase de l'effondrement. Et donc, la militarisation, le plan quinquennal de militarisation globale et sans précédent du pays correspond à la phase d'effondrement du système. Je répète, dans l'évolution, dans le processus d'évolution du système gabonais, comme la plupart des systèmes, nous avons eu la phase de décollage, donc de croissance, avec Albert Bongo puis Omar Bongo Ondimba. Ensuite, nous avons eu la phase de vitesse de croisière, donc la stagnation du système, qu'on a appelé l'émergence à la gabonaise. Et maintenant, dans la phase qui n'a d'ailleurs pas de concept porteur ni de vision, mais qui est une phase qu'il faut qualifier de militarisation, de système militarisé, militaro-civil, nous sommes donc arrivés à la phase de l'effondrement du système qui est né en 1968, et la militarisation n'est qu'un indicateur de cette phase d'effondrement. Je parle bien de l'effondrement du système, je ne personnalise pas, je n'ai rien contre Brice Clotaire Oligui Nguema, mais je pense qu'il est l'incarnation de l'effondrement, du processus d'effondrement du système gabonais, avant qu'on aboutisse à quelque chose de nouveau, qui sera peut-être mieux, je l'espère, ou alors de pire. Ça dépendra des uns et des autres, et de la providence, même si le chef de l'État gabonais a dit qu'il ne croyait pas en la providence lorsqu'il s'est adressé à la représentation nationale lors du congrès du lundi 15 juin 2026. Mesdames et messieurs, c'est grave. C'est très très grave. Non seulement on va militariser, mais les gens avec qui on militarise sont très inquiétants. Parce qu'ils sont engagés aujourd'hui, ils sont en guerre avec le monde entier, y compris avec les États-Unis, presque, avec le président Donald Trump. Il s'agit du lobby militaro-industriel israélien. C'est de ça qu'il s'agit, et je vais vous le révéler, puisque personne ne peut vous le dire. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus personne, et les gens ne sont pas informés. Il m'appartient de vous révéler ce que je dois vous révéler, non pas pour créer des problèmes, mais parce que nous devons nous connaître nous-mêmes. Chacun doit chercher la vérité. Je n'ai aucune intention, j'ai cessé de croire qu'on peut éveiller tout le monde. On doit s'éveiller soi-même. Soi-même. On ne peut d'abord que s'éveiller soi-même avant de dire « Ah, je vais éveiller les Gabonais ». Vous ne pourrez jamais éveiller quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être des esclaves. Même s'ils se définissent comme des esclaves libérés, mais ils acceptent déjà le fait d'être esclaves. Quand tu dis « je suis un esclave libéré », mais tu reconnais que tu es un esclave. Donc, personne ne t'a rendu esclave. Mesdames et messieurs, personne ne peut vous rendre esclave. Ni la France, ni les États-Unis, ni le système oligarchique, ni le CTRI, ni l'Église, ni la culture, ni la star. On devient esclave parce qu'on a envie d'être esclave. On accepte le système de l'esclavagisme comme un bon système. Parce que c'est plus facile d'accuser les gens. Ça, c'est la morale de l'esclave. Il aime accuser les gens. C'est la faute du passé, c'est la faute des Blancs, c'est la faute des chrétiens, c'est la faute des ancêtres, c'est la faute de X, c'est la faute de Y. Mais jamais on ne se dit, mais au fait, c'est peut-être de ma faute si je ne m'éveille pas. Mais les chaînes qui t'entourent dans ta prison, c'est parce que tu les acceptes que tu es un prisonnier.
Mais lorsque tu décides de désobéir, de t'éveiller, de réaliser, de prendre conscience, tu n'es plus un esclave. Personne ne peut dire que tu es un esclave si tu n'as pas accepté au fond de toi d'être un esclave. Donc moi, je me bats contre l'esclavagisme mental. Lorsqu'on considère que, allez, c'est bon comme ça, on va encore faire comment? Ah, laissons comme ça. Il est là, on fait comment? Ah, le blanc est supérieur, le président Oligui c'est le meilleur, l'archevêque machin, le pasteur un tel, l'onganga bidule. Mais toi-même, tu te dévalues. Tu deviens un esclave libéré, pour rester poli. D'ailleurs, même le nom de Libreville, lorsque tu acceptes que le nom de ta capitale, c'est Libreville, ou ville des esclaves libérés, mais ne t'étonne pas que tu sois traité toujours comme un esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu es esclave parce que tu acceptes d'être un esclave. Tu es dominé parce que tu acceptes d'être dominé. C'est le jour où tu refuses d'obéir. Tu n'as pas besoin de prendre les armes. Tu n'as pas besoin de tuer des gens. Mais tu as la responsabilité individuelle et personnelle de désobéir. Ce n'est pas un crime de désobéir. Mais lorsqu'on cesse de désobéir au tyran, le tyran s'effondre. Lorsqu'on cesse de désobéir à ceux qui veulent faire de nous des esclaves, ces gens n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'ils ont sur nous, c'est que nous les aimons, nous les adorons, nous les félicitons, nous avons une morale d'esclaves, nous aimons mendier, comme je vois des images sur TikTok, on est là, on pleure, on voit le président Oligui, on pleure, on chiale, on voit l'acteur humanitaire, on est là, oh yo, yo, mais tout le génie que la Providence a déposé en vous, vous renoncez à ça parce que vous voulez toujours obéir au système qui veut que vous êtes des esclaves et vous avez choisi vous-même de rester des esclaves. Mais tout système, y compris le système d'esclavagisme, il vit 3 périodes. La période où il s'installe et il vit la croissance, la période où il vole en vitesse de croisière, donc il stagne, et la période où il s'effondre. En ce moment, au Gabon, nous sommes dans la période de l'effondrement du système. C'est pourquoi nous avons, ces dernières heures, une décision qui a été rendue publique par les autorités gabonaises. Il s'agit de l'achat d'équipements dans le cadre, soi-disant, d'un vaste plan quinquennal où il faut moderniser les forces armées. Donc, on est là, c'est unique au Gabon, on est carrément face à un budget quinquennal qui va avoisiner les presque 400 milliards. Presque 400 milliards, mais plus exactement plus de 377 milliards de francs CFA. Ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui auraient pu être investis dans l'éducation, dans la santé, dans les investissements structurants, la route, la réparation du train, les ports, les aéroports, tout en ne négligeant pas la défense. Mais on se demande pourquoi on va mettre autant d'argent dans un plan quinquennal de surarmement qui va nous attaquer. Est-ce que le danger vient de la Guinée équatoriale qui en veut à du territoire gabonais? Bonsoir Charlie Ouzam. Est-ce que le territoire gabonais est vraiment menacé par la Guinée équatoriale à côté? Est-ce que le Congo-Brazzaville? Est-ce que le Cameroun? Pourquoi un surarmement militaire sur 5 ans, avec un budget qui va probablement atteindre à la fin 400 milliards de francs CFA, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec ces dizaines et dizaines de millions d'euros. Alors oui, vous le savez, ce n'est pas mauvais, bonsoir monsieur Derry Ibambo, ce n'est pas mauvais d'équiper votre armée, ce n'est pas mauvais d'avoir un budget à la défense, s'il faut défendre les frontières, oui, en effet, je vais en parler tout à l'heure,
s'il faut réformer l'armée, mais moi je n'ai pas encore entendu, malgré mes demandes, répéter plusieurs fois, je n'ai pas encore vu le début de la réforme des forces de défense et de sécurité du Gabon. Je n'ai pas vu le début de la réforme qu'on attend parce que nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont au service d'un pouvoir, d'un système, mais je n'ai pas l'impression que nous avons une armée nationale, une armée de la nation, donc capable de défendre les frontières correctement, capable de protéger la nation et capable de se projeter au-delà des frontières pour des missions relatives, par exemple, au respect du droit international dans les pays en guerre. Est-ce que nous sommes capables, nous, de projeter une force si ça nous est demandé à partir d'une résolution du Conseil de sécurité? Allez, il faut intervenir au Kivu, à l'est du Congo démocratique. Sommes-nous capables de le faire au nom de la civilisation bantoue, au nom du respect du droit international? Je crois que c'est un des rôles de l'armée. L'armée intervient positivement au service de la nation, au sein de la nation. Elle protège la nation, elle protège les frontières. C'est une de ses missions régaliennes indispensables. On ne peut pas céder du territoire comme ça, comme on veut l'imposer au pays à Konga, à Cocotier et à Mbagné. Et on dit qu'on a une armée qu'il faut équiper et surarmer pendant 15 ans. Pendant 5 ans, plan quinquennal. Pourquoi faire? Oui, le budget sur 5 ans, c'est presque 400 milliards. Ça va atteindre 400 milliards, à mon avis, à la fin des 5 ans. Et le seul budget de 2026, c'est 131 milliards de francs CFA. 2026. Et on comprend que tout cet argent-là, il va aller dans les caisses qui, je vais vous le dire, probablement de la France, mais ici, officiellement, on voit dans les caisses d'Israël. Et je vais vous en parler. Et c'est aussi un contrat qui va donner lieu à des formidables rétrocommissions. Il y a des gens qui vont s'enrichir, qui vont s'en mettre plein les poches, parce que le marché de l'armement, il enrichit toujours des gens, on le voit aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a besoin de la guerre, on a besoin des conflits, parce que ça permet de vendre des armes. Et les armes, ça rapporte énormément. Le marché de la guerre, il rapporte énormément. Donc on doit savoir, si les équipements qu'on veut acheter, qui sont très chers, et qui sont un énorme investissement, c'est pour une réforme de l'armée, c'est pour la défense des frontières, c'est pour la projection d'une armée nationale à l'international dans les intérêts bien précis et spécifiques de l'État gabonais, ou bien c'est tout simplement pour donner la possibilité à la garde républicaine, en particulier, et aux forces de défense et de sécurité, qui sont encore loin de constituer une armée nationale, pour pouvoir, en fait, continuer de faire comme avant, mater les gens, tuer les gens, arrêter les gens, surveiller les gens. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais je lance l'alerte, puisque au Gabon, les gens, nous n'avons pas compris que nous avons besoin d'une armée ontologique au Gabon. Une armée ontologique, c'est une armée consciente, c'est une armée intelligente qui ne fait pas que tuer, réprimer, génocider, massacrer, arrêter, torturer. Ça, quand on est dans ça, on n'est pas dans une armée de la nation. On est dans un groupe de sécurité capable de défendre des intérêts spécifiques, mais certainement pas d'incarner la nation. Or, ce que nous cherchons dans le Gabon d'après, c'est l'incarnation de la nation. Voici, mesdames et messieurs, les points de friction et d'analyse autour de ce budget. Les critiques de l'opposition d'abord s'appuient sur le fait que, eh bien, ces achats, plus de 130 milliards en 2026 et presque 400 milliards de francs CFA, un quart du budget de la République gabonaise, cet argent, il pourrait aussi, on espère que non, servir à consolider le pouvoir en place pour des décennies et des décennies, au lieu d'aller vers la protection des frontières. Parce que ce qu'on attend d'abord d'une armée et de nos militaires, c'est la protection des frontières. Et nous avons l'impression que les frontières du Gabon ne sont pas protégées. D'ailleurs, la carte du Gabon, et j'en sais quelque chose, j'ai été
ministre de l'Habitat en charge des affaires foncières, de l'urbanisme, des affaires foncières et tout ça. Donc je connais parfaitement l'état de la carte du Gabon aujourd'hui. Elle ne correspond pas à la carte que vous avez sur les photos ou sur les représentations par-ci par-là. Cette carte que vous voyez du Gabon, elle est fausse, elle n'est plus du tout vraie. Le Gabon est grignoté de partout. Si nous voulons faire l'intégration sous-régionale, nous devons, en tout cas, nous imposer comme leader, comme locomotive, à travers une réforme de la gouvernance de notre pays, parce que le problème de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, c'est la gouvernance. La gouvernance pose problème et donc on n'a pas de critères de convergence pour pouvoir nous allier et créer peut-être une super fédération de l'Afrique centrale. On ne peut pas faire une intégration sous-régionale sans une vraie réforme de la gouvernance afin que les intérêts des uns et des autres soient protégés, que les faibles et les forts soient protégés. Vous ne pouvez pas investir au Gabon aujourd'hui, risquer votre argent en tant qu'investisseur, alors que vous savez très bien que vous pouvez perdre vos investissements parce que il n'y a pas de réforme de la justice. Sans une justice qui protège les faibles et les forts, sans une loi qui soit équitable, ça ne sert à rien d'investir à partir de contrats qui répondent aux appels d'offres. On est obligé de passer par des contrats léonins, des contrats de gré à gré, où on s'arrange dans la corruption, tout en disant que c'est enfin notre essor vers la félicité. Mesdames et messieurs, nous devons craindre aussi dans le surarmement quinquennal qui arrive pour 400 milliards et 131 milliards en 2026, il faut craindre ce qu'on appelle le détournement des priorités sociales. Le détournement des priorités sociales. Voilà un pays où il y a une inflation des décès, où le système de santé est en lambeaux, le système éducatif est mort, les routes, même le logement dont on parle, ça reste pour l'instant des projets. On a quelques marchés, quelques immeubles. Nous avons besoin d'une vision du développement du Gabon, d'un plan quinquennal justement de développement, parce que même si nous avons une armée puissante, surarmée, même si nous achetons des armes à la France avec les rétrocommissions qu'il faut pour X ou Y, même si nous nous appuyons sur Israël, comme nous allons le faire, pour surarmer, nous devons bien sûr devenir un pays puissant, mais ces achats ne doivent pas être utilisés pour mieux surveiller la population, pour l'embrigader, pour la tuer en cas de contestation. Les priorités sociales ont l'air ici d'être oubliées. Oubliées parce que 131 milliards, ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser de manière plus rationnelle le budget militaire, notamment la surveillance des frontières et des côtes, allouer un budget à cette surveillance, acheter des radars si on veut, mieux former et surtout réformer l'armée, parce que c'est ça l'urgence, c'est la réforme, c'est pas le suréquipement, parce que vous pouvez donner des armes en veux-tu, en voilà, à des idiots utiles, ils vont s'en servir pour se régler les comptes, pour tuer les gens. On l'a vu où? Saddam Hussein en Irak, il était surarmé. Ça l'a emmené où? À rien du tout. Le colonel Kadhafi en Libye, il était surarmé. Ça l'a emmené où? À la mort. Le président Assad de Syrie, il était surarmé. Ça l'a emmené où? En exil à Moscou. Qui dirige? Mais les gens qu'il était en train de mater. Parce qu'il n'y avait aucun projet politique, aucune vision. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une vision, la capacité de réformer la gouvernance et la capacité d'être un pays qui est leader au sein de l'Afrique centrale, leader en matière de modèle de gouvernance, et on n'en prend pas le chemin. On pense que parce qu'on va acheter des armes, on sera en sécurité, mais je vous le dis, la différence entre la Libye, l'Irak et l'Iran,
c'est que l'Iran ne s'est pas appuyé pour survivre à l'attaque israélo-américaine. L'Iran ne s'est pas appuyé sur le surarmement. L'Iran a d'abord compté sur sa foi. L'Iran a compté sur son peuple et l'Iran a compté sur la formation de son peuple. Les femmes dont les caricaturistes disent en Occident, elles portent le voile, mais je vous en prie, elles sont aussi ingénieures, elles sont médecins, elles sont très éduquées, elles sont très intelligentes. Les Iraniens sont des mathématiciens, voilà où on a mis l'argent de l'Iran. Ils ont su que le jour où ils seraient attaqués par plus puissants qu'eux, ça ne compterait pas de s'acheter des armes comme au Ligingema à 400 milliards. Ils ont su une chose, les Iraniens, c'est qu'il leur fallait être intelligents, avoir une intelligence spirituelle et une intelligence émotionnelle. Dans cette intelligence spirituelle, on a vu l'absence de peur de la mort. Et on a vu aussi le fait que personne n'est indispensable dans un pays qui veut survivre et qui est en train de devenir maintenant peut-être une des 4 ou 5 grandes puissances mondiales après la guerre du Ramadan qui a été menée contre l'Iran. Ils ont formé leurs gens et ils ont compris qu'il leur fallait utiliser l'intelligence émotionnelle et spirituelle contre l'intelligence artificielle. Donc, ils ont regardé leurs ancêtres, quand on venait les envahir, ils savaient maîtriser les flèches. Et ces flèches, ils les ont transformées en missiles. Et avec ces missiles, ils ont vaincu et ils ont fait fuir les plus gros porte-avions du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Au Gabon, on veut surarmer le pays militairement, mais on ne voit pas le début des réformes, le début de l'intelligence spirituelle du pays, le début de l'intelligence émotionnelle et surtout le début du patriotisme gabonais, parce qu'on peut venir nous prendre des îles, on ne bouge pas, on dit que vous allez chercher des milliards chez Obiangema, et puis après, vous laissez tomber, vous faites des montages, des spectacles au tribunal international de la Haye, alors que vous avez déjà dealé le territoire national, et il ne faut rien dire. Désolé. Jean 8, dans l'Évangile, la vérité va vous affranchir, dit Jésus au groupe du Sanhédrin de Jérusalem. Il leur dit, vous avez pour père le diable, vous. Moi, je ne vous connais pas, foutez-moi le camp. Votre père c'est le diable, c'est un menteur et un assassin depuis l'origine. Vous allez dans Jean chapitre 8, c'est ce que Jésus dit. Il dit, votre père c'est le diable. Il était un criminel depuis le début. C'était un menteur, un vrai menteur. Donc moi je vous le dis, c'est la vérité. Vous cherchez à me tuer parce que je dis la vérité. Voilà ce que dit Jésus à ses contradicteurs. Vous cherchez à me tuer parce que je dis la vérité. Parce que moi je viens d'ailleurs. Je ne suis pas dans vos choses. Donc la vérité va vous affranchir. C'est pourquoi nous ne parlons pas contre quelqu'un, nous parlons par respect pour la vérité, parce que nous savons que c'est la vérité qui va nous affranchir et non le mensonge. Donc maintenant, j'arrive à la partie où je dois quand même, justement au nom de la vérité, donner les arguments des autorités gabonaises en faveur d'un surarmement militaire, en faveur de dizaines de millions d'euros donnés à des équipements, à des gens qui vont nous équiper en matériel militaire, même si on ne sait pas encore si c'est pour réformer l'armée, protéger les frontières et remplir des missions nobles, ou alors c'est pour mieux installer la dictature, la répression. Les arguments, mesdames et messieurs, des autorités qui dirigent le Gabon sont les suivants. Ils disent que cette méga dépense, c'est pour protéger les frontières. Or, qui attaque les frontières du Gabon? Vous avez les pirates, entre guillemets, qui viennent du Nigeria. Alors ça, on demande, si c'est ça, d'accord. Monsieur le Président Oligingema, si c'est ça, d'accord. Mais comme vous n'avez pas de député ou de sénateur digne de ce nom, capable de vous parler comme je vous parle, je suis obligé de parler.
Parce que vous interdisez la parole, vous interdisez la réflexion, monsieur Oligui Nguema. Donc, si c'est pour sécuriser le Gabon contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, contre la porosité des frontières, nous vous soutenons et nous devons vous soutenir. Monsieur Oligui Nguema, même si on ne vous comprend pas, on n'est pas convaincu par votre façon de faire les choses. Mais, je vous rappelle, je l'ai dit l'autre fois, la prochaine guerre mondiale aura lieu dans le golfe de Guinée. La prochaine guerre mondiale aura lieu en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que c'est la prochaine zone émergente. L'Afrique centrale, c'est les jeunes, c'est l'eau potable, c'est les terres agricoles, c'est du soleil quasiment toute l'année, c'est les matières premières, c'est la forêt, c'est les minerais. Donc, c'est la prochaine zone émergente si et seulement si on change la gouvernance. Nous sommes beaucoup plus puissants que les pays du Golfe arabe, où vous allez mendier l'argent aux Émirats arabes unis et tout ça. Nous sommes beaucoup plus puissants qu'eux parce que eux, ils ont des hydrocarbures, mais nous avons d'autres choses en plus des hydrocarbures. La raison pour laquelle nous ne nous enrichissons pas et que nous continuons à nous comporter comme des esclaves, mais c'est parce que nous voulons rester des esclaves. Et surtout, nous ne voulons pas améliorer la gouvernance. Le pays doit forcément appartenir à une personne. Tous ces pays-là doivent appartenir souvent à une personne, à son clan, à sa famille, comme l'ont inauguré des gens comme le maréchal Mobutu au Congo démocratique. Et on sait que ça a amené les problèmes que le Congo démocratique, ex-Zaïre, connaît aujourd'hui. Voilà un pays qui fait 14 fois la France, qui est riche comme pas possible, et qui est en train d'être découpé devant nous. À la rigueur même, il y a des Congolais qui regrettent la colonisation des Belges, parce que c'est un pays où on ne s'intéresse qu'à la danse, qu'aux églises, qu'à la sorcellerie, qu'au football, mais voilà un pays où ils sont incapables de mettre en place une fédération, alors que c'est la clé du continent, le Congo démocratique. C'est un pays riche comme Crésus, ça pourrait être le leader continental par excellence, mais comme il est animé par des gens qui sont incapables de se projeter, incapables d'avoir une vision synthétique de leur pays, ils ne pensent qu'à la jouissance immédiate, mais ils sont incapables d'imaginer le Congo d'après. Je vois que même dans le parti du président Tshisekedi, on commence à récupérer mes idées. On parle maintenant, j'ai lu dans Jeune Afrique, du Congo d'après, pendant que les Gabonais ont du mal à comprendre pourquoi je parlais tout le temps du Gabon d'après. Le concept est en train d'être récupéré et c'est tant mieux. Moi, je n'ai pas l'amour d'auteur. Si les gens veulent prendre mes idées, ils les prennent, pourvu qu'ils ne les travestissent pas. Le problème de la militarisation à venir, du suréquipement militaire, s'il n'y a pas une réforme de l'armée, s'il n'y a pas une vision synthétique de l'histoire immédiate du Gabon, si les choses ne sont pas claires, si les institutions ne jouent pas leur rôle, alors ce suréquipement militaire va servir à quoi? Il va servir à organiser des rétrocommissions d'abord, pour enrichir des gens. Il va surtout permettre à des forces de défense et de sécurité du Gabon, qui n'ont pas encore ce rôle d'armée consciente, d'armée ontologique, d'armée nationale consciente, eh bien de continuer de faire ce que les militaires ont toujours su faire depuis des années, obéir à des ordres, même à des ordres immoraux. Voyez l'Iran. Je ne suis pas contre les États-Unis ou l'Europe, mais l'Iran est un modèle non seulement populaire, militaire, sur la manière de se défendre. Vous êtes plus faible, vous n'avez pas besoin de vous suréquiper. Vous devez d'abord compter sur vous-même et sur votre intelligence. Donc, il faut d'abord faire surgir l'éveil toi Gabon, l'intelligence des Gabonais, pour savoir comment faire pour nous défendre. Parce que nous ne devons pas aussi donner l'impression à nos voisins que nous voulons les attaquer. Mais moi, je ne pense pas que vous avez le courage de vouloir attaquer les voisins. Vous voulez vous servir de vos drones, de vos équipements, de vos trucs cryptés, mais pour mieux verrouiller, fermer le pays. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Maintenant,
je veux quand même dire que dans ce que les autorités gabonaises disent, j'ai l'impression que les autorités gabonaises m'écoutent quand je parle. Parce que je vois dans les arguments qu'ils ont donnés, ils ont dit oui, on doit se surarmer parce que on doit protéger les frontières et en même temps, on doit aussi être capable d'assurer des missions de maintien de la paix. Donc, ils mettent en avant une volonté pour le Gabon, comme je l'ai demandé plusieurs fois, de peser davantage dans les opérations de sécurisation régionale sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU. Bon, c'est pas mal, mais pourvu que ce soit vrai. Je dois reconnaître que ça, ce sont des choses que j'ai toujours dites, en long et en large dans mes déclarations, que l'armée doit avoir la capacité de protéger les frontières, de protéger la nation, elle doit aussi avoir la capacité de se projeter au-delà des frontières. Et je reconnais que même si ce surarmement qu'on vient de nous annoncer, 400 milliards en 5 ans à dépenser, en gros, et cette année, plus de 130 milliards, plus de 131 milliards pour l'armée. Pourvu que ce soit en faveur non seulement de la protection du pays, et aussi pour soutenir sa capacité à se projeter au-delà des frontières. Je retiens seulement que la dernière fois que l'armée, les militaires gabonais se sont projetés en Centrafrique, ils sont rentrés à la demande de l'ONU dans des conditions dont le pays n'a pas été fier, même si on a fermé la bouche, on n'a rien dit. Je rappelle ça pourquoi? Parce que une armée consciente et ontologique doit être mise en place, c'est-à-dire qu'il faut une réforme des forces de défense et de sécurité pour que ce ne soit pas seulement une capacité de savoir utiliser les armes. Parce que quelles que soient les armes que vous avez, si on a décidé de vous attaquer, on va vous attaquer. Et vous n'allez pas forcément résister parce que ce n'est pas celui qui a le plus d'armes qui gagne forcément. Vous l'avez vu en Iran, vous l'avez vu dans d'autres pays, en Syrie, et vous l'avez vu, qu'est-ce qui a manqué en Libye? Mais la force d'âme, la capacité, l'armée idéologique iranienne était supérieure aux forces de défense et de sécurité de la Libye, parce que derrière, il y avait des principes, des valeurs et des normes avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça a donné à ces gens-là une force beaucoup plus grande que les gens qui étaient plus puissants qu'eux. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, comme l'a fait le guide iranien, qui dit, bon, je suis arrivé à la fin de ma vie, ils n'ont qu'à venir me bombarder, me tuer, au moins je vais devenir un modèle de galvanisation, alors que nous, au Gabon, dès que quelqu'un est mort, on en parle pendant 20 ans. Mais tu es mort, tu es mort. Et ta vie ne se termine pas parce que tu es mort. Il faut donc une formation idéologique au Gabon, où les gens pensent que la vie, que le corps humain, c'est juste de la physiologie. Un tas de merde, un tas d'os, un tas de chair, un tas de sang, un tas de ceci ou de cela, et que quand ça s'est arrêté de bouger, c'est fini pour toi. Mais s'il n'y a pas une formation ontologique de l'armée, personne n'aura le courage de mettre en danger sa vie pour des principes, des valeurs et des normes. Or, ce qu'on demande en premier aux défenseurs de la nation, c'est la capacité de se sacrifier et pas d'être des jouisseurs, des ventrus qui pensent que oui, tu es mort, donc c'est la fin. Allez, la mort, c'est la fin du plaisir. Voilà le problème des Gabonais en général, des Africains en général, des Bantous en particulier, parce que la vie, c'est la jouissance. C'est le plaisir, c'est le sexe, c'est la mangeaille, c'est la bouffe, les manjangos. Et donc, dans cette éthique, la mort, c'est la fin du plaisir. La mort, c'est la fin du pain et du plaisir, comme disait une de mes os. Donc c'est grave si je ne peux plus jouir. Mais je regrette, mais la matière n'est qu'une conséquence de l'énergie. C'est l'énergie qui crée la matière. Donc si tu retournes vers l'énergie, quel est ton problème? Pourquoi tu as peur de mourir? Si mourir, c'est retourner vers ce que nous les philosophes, et je n'ai pas le temps de développer ça maintenant, je vous donne chaque fois quelles sont mes références philosophiques. Une de mes plus grandes références philosophiques s'appelle Leibniz.
Leibniz est un philosophe mathématicien. Il a montré que le Dieu dont on vous saoule parfois, surtout avec des mythes, des histoires qu'on ne vous explique pas bien, il existe bien au niveau physique et métaphysique. On ne l'appelle pas Dieu, on l'appelle la monade. Et cette philosophie, on appelle ça la monadologie. La monadologie, c'est lorsque on voit que, on comprend que au début de tout, au fond de tout, il y a une réalité qui est tellement immatérielle, on appelle ça la monade, qui crée ce qu'on appelle des dyades, qu'on appelle des dieux. C'est mathématique, hein. Il crée, on pourrait dire que c'est du plus ou moins l'infini. Voilà. Qui crée donc le 0, qui crée le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des chiffres. Et lorsqu'on, dans ce défilé-là, c'est comme un défilé, à la fin, on trouve ce qu'on appelle le niveau dégradé de l'être. C'est ce qu'on appelle la matière. Plus tu es dans la matière, c'est ce qu'on appelle le mal. Le mal, c'est la matière. Et donc, nous avons peur de mourir pour rester dans la matière. Donc, pour rester dans le mal. C'est comme les cochons, les porcs, ils aiment la baie des cochons. Ils aiment se rouler dans la boue, ils aiment se rouler dans la merde, ils aiment manger leurs enfants dans leur enclos pourri qui sentent mauvais, il y a la boue partout, ils aiment ça. Et vous allez voir que l'animal qui a le plus peur de mourir dans ce monde, c'est le cochon, c'est le porc. Parce que lui, quand il vit, lui, il aime attaquer les gens sous la forme de sanglier. C'est un militaire. C'est un bangando. C'est un militaire gabonais. Lui, il aime la bagarre, il aime attaquer les gens, il aime même manger ses enfants, il mange. Même copuler, coucher sa mère, il fait. Le cochon est sale. Il est omnivore, il aime la matière. C'est pourquoi Jésus a raconté la parabole du fils prodigue qui, un homme avait 2 fils, donc qui étaient là-bas dans la monade, et puis le plus jeune a dit, moi je m'en vais faire un tour à la baie des cochons qu'on appelle la matière. Donc il est venu, il s'est roulé dans la boue, dans le caca, dans la bordellerie, dans la saleté, dans le sale, il a fait sa sorcellerie, il a vécu dans son machubichos, il a fait le sale et tout, et puis après, il s'est rendu compte qu'il avait raté sa vie, et donc il a décidé de remonter vers la maison de son père, que les philosophes mathématiciens, comme Leibniz, appellent la monade. Mais ça sera une de mes grandes conférences à Libreville, Gabon, et un peu partout, quand je commencerai à sortir à nouveau de là d'où je dois sortir. J'expliquerai tout ça dans mes conférences, puisque je vois que l'heure est venue de l'éveil. Et je crois que ceux qui vont être les leaders de l'éveil, ce sont les intelligences du Sud global, de l'Afrique, de l'Asie, peut-être de l'Amérique du Sud, avec les Indiens et tout, parce que du côté de l'Occident, ils sont fatigués, ils ont produit de belles idées pendant des siècles, mais là, ils en sont incapables. Moi, je n'arrive plus à trouver un livre intéressant en Occident, en Europe. Tout ce qu'ils savent, c'est parler de transgenrisme, de la guerre, il faut tuer, il faut l'immigration, ils aiment se battre, ils font des débats ridicules, ils n'ont plus de belles idées, ils sont fatigués. Donc nous, les gens du Sud global, nous allons maintenant nous n'allons pas faire le grand remplacement, mais nous allons prendre le relais parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont plus de belles idées. Et quand je vois des présidents du Gabon ou des présidents africains venir se ridiculiser devant des gens dont le temps est fini, moi ça me dépasse. Je me dis, mais Oligui Nguema, il peut venir en France le 20 juillet, mais pour parler de quoi? Qu'est-ce qu'il va apprendre à l'Élysée? Ce sont nos enfants, c'est nous qui devons les guider. C'est pas la peine de faire l'orgueil et de dire, moi, je suis à l'Élysée, voilà moi, je suis quelqu'un de puissant. Il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Pour le moment. Leur tour reviendra peut-être encore une nouvelle renaissance européenne, mais là, je pense qu'ils ont atteint le fond. Ils n'ont plus d'idée à part la guerre, et puis d'autres choses qui ne sont pas très jolies à répéter ici. Mais nous devons les aimer, nos frères et sœurs, les Occidentaux, mais ils sont fatigués. Cet empire colonial occidental, il est fatigué. Et nous devons les aider comme des parents qui s'éveillent et qui se rendent compte que leurs enfants sont devenus des porcs, des cochons. Ils aiment la boue, ils aiment le mal. Quand tu aimes la matière,
comme les Occidentaux, tu aimes le mal, parce que le mal, c'est la matière, en philosophie leibnizienne. Bon, on ne vous apprend plus ça, on vous apprend que le bien, c'est la matière. Le bien, c'est manger, boire les produits empoisonnés de la Sobraga. Quand tu as bu tout le sucre et tous les poisons qui sont dans la Sobraga au Gabon, Sobraga que l'agence alimentaire à Gaza ne peut jamais contrôler, hein, parce que son propriétaire, Castel, il est trop puissant. Et dernièrement, j'ai suivi sur les réseaux sociaux qu'une Gabonaise à Marseille a voulu faire venir les produits de la Sobraga, les faire entrer en France. Tout a été détruit. Ils ont analysé, ils ont dit, ça ne rentre pas ici. Ça ne rentre pas ici. Alors c'est bien beau, hein, la Gaza, agence alimentaire, vous allez persécuter les petites gens, mais demandez aussi les taux de sucre et les produits chimiques qu'il y a dans les Gino, les Regab et tout ça. Pourquoi les gens ont des diabètes, des AVC, de la stérilité et tout ça? C'est très dangereux tout ça. Le Gabon, vous faites toujours les choses à l'envers. Au lieu de réformer l'armée, au lieu de bâtir une armée ontologique, une armée intelligente, vous allez vous surarmer avec du matériel qui ne vous servira à rien. Je vous le dis, à rien. Parce que en cas de guerre, c'est pas celui qui est le plus équipé qui gagne, c'est celui qui a la meilleure stratégie. C'est pour ça que les Vietnamiens ont battu les Américains dans la guerre du Vietnam. C'est pour ça que les Coréens, ils se sont divisés en Corée du Nord, Corée du Sud, parce que eux, ils étaient les plus intelligents. C'est pourquoi, à Dien Bien Phu, les Cambodgiens ont battu les Français dans la fameuse bataille des années 50 de Dien Bien Phu, où il y avait d'ailleurs mon grand-oncle, le général Boulingui. Je ne sais même pas pourquoi il est allé tuer les Cambodgiens dans une guerre qui ne le regardait pas, mais ils ont pris une raclée à Dien Bien Phu parce que Diap, le général vietnamien, il avait moins d'armes, mais il était plus intelligent et plus stratège. Il a infligé une défaite stratégique à la France, comme l'Iran vient d'infliger aux États-Unis une défaite stratégique. Donc, je pense qu'au Gabon, nous devons développer, avant d'aller nous surarmer pour tuer les contestataires et les opposants, sans pouvoir se défendre contre les envahisseurs, on devrait développer l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle. Ça veut dire une révolution, un changement de mentalité, comme le disait Omar Bongo, et il faut des gens qui soient capables de porter ce changement de mentalité. Mesdames et messieurs, il y a encore un autre point que je souhaite aborder, c'est celui du danger de ce suréquipement militaire pour la démocratie, parce que il y a aussi un risque de dérive dictatoriale au Gabon. D'abord, à travers, premièrement, l'absence de menaces réelles. Il y a un groupe qui s'appelle BTI Transformation Index 2026, vous tapez ça, BTI Transformation Index 2026, vous allez voir les études sur les dangers géopolitiques, militaro-géopolitiques. Vous verrez que en 2026, le Gabon ne court, et il n'y a aucune menace sur le Gabon. Le Gabon ne fait face à aucune rébellion armée, aucune insurrection, aucune menace terroriste. Il n'y a pas ça. Donc, qu'est-ce que le président du Gabon veut nous montrer en dépensant 400 milliards en 5 ans et 131 milliards, des dizaines et des dizaines de millions d'euros en 2026? Tous les rapports mondiaux montrent que le Gabon n'est pas en danger. Même si on ferme la base militaire, le Gabon n'est pas en situation de risque. Ça sert à quoi? Des sénateurs ou des députés doivent pouvoir poser cette question devant la représentation nationale. Et les Gabonais, écoutez les réponses des ministres. Vous êtes incapables d'organiser des débats. Mais on comprend très bien que ces équipements-là, ils pourraient être, ces équipements-là, dans le contexte de scrutins législatifs, locaux, présidentiels à venir. On prend déjà l'avance. Au cas où il y aurait des contestations, on va frapper, on va tuer, la France va fermer sa bouche, l'Union européenne, les États-Unis,
puisqu'on leur a déjà vendu le pays à la découpe. Et donc, on est là, près de revoir les errements du passé dans cette commande de près de 400 milliards sur 5 ans. Mesdames et messieurs, il y a aussi de quoi s'inquiéter parce que il y a une crise de légitimité au Gabon qui rôde et une crise d'abstention puisque le président Oligui Nguema vient de proposer en juin 2026 l'instauration du vote obligatoire. On dit que le vote est personnel au Cameroun. Donc vous voulez obliger les gens à voter. Pourquoi? Vous avez déjà le contrôle. Vous contrôlez tout. Vous êtes président, vous contrôlez la justice, vous contrôlez les médias, vous contrôlez tout. Mais pourquoi vous voulez instaurer le vote obligatoire au Gabon? La question mérite d'être posée. Donc on voit là qu'il y a un glissement petit à petit vers quelque chose qui doit quand même éveiller les gens, même si je sais qu'au Gabon, les gens n'ont pas forcément envie de s'éveiller. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur, je dis la vérité, je ne manque pas de respect envers qui que ce soit, mais puisque les institutions gabonaises sont devenues vides de sens, puisque ce n'est plus que des chambres d'enregistrement, je viens ici sans insulter quelqu'un, mais pour prévenir les observateurs et l'opinion du danger de la militarisation. Si on nous avait dit, bon, on va se militariser à fond parce que la Guinée équatoriale va nous attaquer, je peux comprendre que si on ne leur donne pas les îles, ils vont nous attaquer, ils sont avec les Russes, ils vont nous attaquer, donc nous aussi, on prend les devants. Si c'est ça, mais ça m'étonnerait que ce soit ça, alors je peux comprendre. Mais si c'est pour mieux mater la nation, je crois que c'est un retour vers le passé et puis ça ne donnera rien. En conclusion, qu'est-ce qui me permet en fait de m'inquiéter de ce contrat militaire qui vient sur le Gabon? Parce que, mes chers compatriotes, il y a un danger que personne ne veut vous dire. Le fournisseur principal de cette commande de 131 milliards de francs CFA est une société israélienne. Je sais que les gens ont peur de citer Israël, mais moi je suis là pour faire un devoir de vérité. Parce que Jean 8, je l'ai dit, la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. C'est la société Adcom qui exécute ce contrat par plusieurs intermédiaires, par plusieurs constructeurs internationaux, et ce sont les Israéliens. D'abord, des entreprises israéliennes. Les entreprises israéliennes ont été pressenties par Oligui Nguema pour fournir des drones. Et vous savez qu'il n'y a pas plus meurtrier que les drones en ce moment. Vous le voyez en Israël, au Liban, vous le voyez en Ukraine, il n'y a pas plus dangereux, il n'y a pas plus meurtrier que les drones. Donc, les entreprises israéliennes vont équiper le Gabon en drones de surveillance. Bon, il y a les drones de surveillance, il y a des drones d'attaque. On va voir ce que ça va donner, mais il faut que les députés, les sénateurs servent à quelque chose, mais les Mama, Kona, les Banjoj, Paga, ils font quoi? Mais vous étiez dans la société civile, c'était vos thèmes de prédilection, mais mon Dieu, posez des questions sur ces entreprises israéliennes. Déjà qu'on voit le président du Gabon aller mendier de l'argent aux Émirats Arabes Unis. Or, les Émirats Arabes Unis, ce sont les amis des Israéliens. Ce sont eux qui sont en train d'organiser les tueries, les génocides et les massacres au Soudan. Comme on n'a plus de diplomatie, est-ce qu'on ne sait pas ça? La Somalie qui est divisée, le Somaliland, reconnu uniquement par Israël. Le colonel Ulrich Manfoumbi qui a été formé en Israël, il sait ça. J'espère. J'espère qu'il peut bien conseiller Oligui Nguema. Alors, il y a aussi, même en matière de marine, vous savez que les Équato-Guinéens sont équipés de radars les plus puissants possibles, des radars russes. Ils vont les installer en bannière que vous voulez leur donner. Et ce sont eux qui vont balayer toute la côte gabonaise. Maintenant, vous allez vous équiper dans les chantiers navals israéliens, comme s'il n'y avait pas de chantier naval en France.
Ce sont des chantiers navals israéliens qui ont été sélectionnés pour équiper la marine gabonaise en matière de surveillance des côtes. C'est dans le contrat. Je sais que la marine gabonaise est sous-équipée. D'ailleurs, elle a été dirigée un temps par un équato-gabonais. La réforme, elle est là. Si vous voulez avoir une marine digne de son nom, florissante, mais commencez déjà par réformer l'armée, monsieur Oligui Nguema. Commencez déjà par savoir qui contrôle les côtes du Gabon. On parle de Manié, Cocotier et Konga, mais quid des autres îles? Il faut regarder ça de près, parce que vous allez passer des contrats navals avec les Israéliens. Je veux bien, mais n'oubliez jamais que Israël ne s'entend pas avec les Russes qui s'entendent avec la Guinée équatoriale. Et vous savez que nos voisins ont plutôt des équipements russes de plus en plus. J'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais comme le Gabon vous appartient à vous tout seul et que les parlementaires sont des gens qui ne sont pas des géomètres, alors que personne ne devrait rentrer dans une instance sans avoir un esprit technique développé, un esprit scientifique, et sans connaître des dossiers. Voilà le pays exposé. Le pays est d'autant plus exposé que il y a aussi un groupe serbe qui va intervenir pour assurer le reconditionnement et la modernisation de la flotte d'hélicoptères de l'armée gabonaise. Ces partenariats que vous voulez faire s'inscrivent dans une diversification, soi-disant, des alliances stratégiques du Gabon qui s'appuyait d'abord sur la France. Maintenant, je crois savoir qu'il y a un groupe serbe qui va s'occuper de tous les hélicoptères de l'armée gabonaise. Tous les hélicoptères de l'armée gabonaise vont passer sous contrôle ou modernisation de la Serbie. La Serbie est un pays que je connais, puisque dans les années 90, j'étais à Sarajevo pendant la guerre. J'en ai déjà parlé, j'étais à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, j'ai connu les événements en tant que jeune journaliste, j'étais un peu un humanitaire, reporter de guerre, je me suis amusé à cela. Je connais la Serbie, Belgrade et tout ça. Et je sais que c'est en Serbie que la Première Guerre mondiale a commencé. Là encore, est-ce qu'il y a une commission de la défense au Gabon qui permet d'analyser les choix stratégiques du Gabon en ce moment, même dans les équipements? Je pense que c'est un sujet suffisamment grave pour que la question des choix militaro-industriels du Gabon soit clairement posée, mais je n'y crois pas parce que je ne vois pas qui, dans les partis politiques, va parler, puisqu'on veut même les interdire, qui, à l'Assemblée nationale et au Sénat, va jouer son rôle. Et je vais finir par là, avant de faire ma conclusion. Je vais parler maintenant du profil du courtier d'armement qui s'appelle ADCON. A-D, espace C-O-N, qui est donc un acteur israélien majeur. Ce sont eux qui organisent tout ça, qui vont s'en mettre plein les poches. ADCON, ou AD Consultant, est dirigé par un homme d'affaires israélien qu'on appelle Gabi Peretz. Gabi Peretz. C'est un homme d'affaires israélien, un ancien haut gradé de l'armée de l'air israélienne, engagé contre l'Iran. Je ne sais pas si c'est le riche Manfoubi qui a monté ce contrat, mais je sais que Gabi Peretz, de l'armée de l'air, un ancien de l'armée de l'air israélienne, c'est lui qui est derrière le super contrat. Le Gabon fait des contrats avec le pétrole, machin, on s'est habitué, mais maintenant là on est dans le commerce des armes. Gabi Peretz, si vous m'écoutez, pardon, ne pensez pas que je viens vous insulter, il est de mon devoir de prévenir mes compatriotes. Donc vous êtes un spécialiste de l'Afrique francophone. Vous avez votre société, AD Consultante, AD Con, vous êtes un des principaux intermédiaires pour les ventes de technologie et de défense d'armes israéliennes en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous vous rendez compte des choix stratégiques
que notre président, notre chef de l'exécutif gabonais est en train de faire. Au lieu de réformer l'armée en profondeur, il va s'équiper auprès d'un haut gradé de l'armée de l'air israélienne, maintenant à la retraite, mais toujours actif. Ils vont acheter des armes là-bas. Bon, on sent bien qu'il y a un contact parce que c'est déjà à des connes de Gabi Peretz qui opère au Sénégal, qui opère au Congo, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. C'est aussi un habitué du Gabon, je dois l'avouer. Et je dois dire aussi que ce n'est pas le premier contrat d'ADECON ou d'AD Consultants à Libreville, parce que cette firme israélienne fournit l'État gabonais depuis l'ère du président Omar Bongo. Mais le contrat de 2026, on peut dire que c'est un record historique. Un record historique, c'est-à-dire que un pays qui n'a pas d'argent, qui est dans des problèmes budgétaires, qui a des urgences sociales, qui a besoin d'investissement, va carrément aller investir sur 5 ans 400 milliards de francs CFA, des dizaines et des dizaines de millions d'euros à travers un consultant israélien. On peut le faire, on peut diversifier, mais ça doit quand même nous poser question, parce que ce n'est pas le fait de le faire, mais c'est que qu'est-ce qui explique qu'on puisse payer un montant énorme et historique de ce genre? Et surtout que c'est ADECON, AD Consultants de Gabi Peretz, qui va bénéficier essentiellement des 131 milliards de francs CFA, des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui vont lui être commandés pour équiper l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la garde républicaine, je ne sais pas pour la police, pourquoi pas, mais je me dis que la diplomatie d'Albert Bongo et donc Omar Bongo était beaucoup plus prudente et plus diversifiée. Il me semble ici que j'espère que les experts du ministère gabonais de la Défense ont une claire vision de la situation internationale, à savoir que l'État israélien, dont l'ambassadeur est passé voir Oligui récemment, donc ceci explique cela, ils sont engagés dans une guerre extrêmement meurtrière au Liban. Et il y a beaucoup de Libanais au Gabon. Beaucoup sont proches aussi de la communauté des chiites, donc du Hezbollah. Et c'est tout à fait leur droit. Donc, nous sommes dans un pays où nous accueillons énormément de Libanais, où nous allons passer des accords d'armement avec Israël qui attaque le Liban. Nous sommes dans un pays où il y a une majorité de musulmans proches des Arabes, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis. Donc cet islam sunnite est majoritaire au Gabon. Et en même temps, nous allons passer des accords avec l'État qui est en guerre contre les chiites iraniens, qui sont maintenant qui vont devenir les maîtres du Moyen-Orient, avec qui les Arabes seront obligés de passer des accords parce que les États-Unis, leurs protecteurs, ont connu une défaite stratégique face à l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Vous connaissez le débat. Moi, j'ai bien peur que le Gabon n'ait pas suffisamment d'experts, d'analystes pour expliquer à ceux qui veulent diriger ce pays que nous devons retrouver la doctrine des pères de l'OUA avant que ça devienne l'Union africaine. L'Union africaine, c'est n'importe quoi. Ce qui était bien, c'était l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui avait des pères fondateurs, parmi lesquels Julius Nyerere, le président donc de la Tanzanie. Et c'est à cette époque que on a inventé une doctrine politique pour les pays du Sud, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est que nous allons être des pays non alignés.
ni indifférence, disait Omar Bongo en matière de diplomatie, ni ingérence, ni indifférence. Aujourd'hui, il me semble que les autorités gabonaises font une ingérence dans le conflit au Moyen-Orient en s'engageant derrière l'alliance des accords d'Abraham, qu'on appelle aussi les accords entre Israël et certains pays arabes contre l'Iran. Et ça me semble dangereux à long terme. Je conseille aux autorités gabonaises de réétudier la doctrine politique et géopolitique du non-alignement. C'est-à-dire, on peut diversifier, mais on n'est pas là pour prendre position en faveur de X ou en faveur de Y. Or, quand vous donnez autant d'argent à une des parties en conflit, une partie en guerre, je pose la question, quelles seront les conséquences à venir de ces décisions favorables à un plan quinquennal de surarmement militaire avec une hémorragie financière, près d'un quart du budget, peut-être un peu moins, mais quand même, beaucoup d'argent, tout ça. Quelles seront les conséquences de ces choix très risqués sur la sécurité, non seulement du Gabon, mais la sécurité sous-régionale? Je suis venu aujourd'hui, le 20 juin, poser ces questions. Je n'ai pas pris parti, je me pose la question. Tout cet argent-là, c'est pour quoi faire? Il faut que vous répondiez. Mais comme il n'y a plus de Premier ministre, qui va aller assumer la responsabilité du gouvernement devant le Parlement? Non seulement le chef du gouvernement, il doit assumer sa responsabilité normalement. Et vous êtes, vous le président, le chef du gouvernement aussi, mais vous n'êtes pas capable d'aller défendre votre gouvernement devant les députés et vous n'êtes pas capable de risquer une motion de censure. Les députés ne peuvent même pas montrer qu'ils soutiennent votre gouvernement à travers une motion de censure qui passe ou qui ne passe pas. Donc, on est là dans une comédie divine, une commedia dell'arte. On ne sait pas, d'après votre constitution, il n'y a personne n'est responsable de la politique générale devant les députés. Personne n'est responsable. Vous engagez les générations futures, mais vous êtes le chef de tout, monsieur Oligui Nguema, et vous n'êtes responsable de rien. C'est ça le vrai problème. Je répète, vous êtes le chef de tout, mais vous n'êtes responsable de rien. Et c'est ce qui pose un problème par les temps qui courent. À tous les niveaux, et là, vous êtes dans le domaine militaire. Vous êtes là dans le monde des rétrocommissions. Vous êtes là dans le monde des achats d'armes. C'est le commerce des armes, la prostitution et la drogue, ce sont là les trois choses les plus sensibles du monde. J'espère vraiment que vous êtes bien conseillés. J'espère que vous avez des experts et que vous avez vraiment des analystes. J'espère que vous n'entraînez pas le Gabon sur un chemin qui ne mène nulle part. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et à très bientôt.